Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Nina Claré, voilà, qui va se présenter. Si vous ne me connaissez pas, par contre, je tenais donc à me représenter en tout cas. Donc Claire Jardin-Ménard, je suis coach en burn-out féminin. J'accompagne les femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Et aujourd'hui, donc Nina, c'est à toi de te présenter. Donc, moi, je m'appelle Nina Claré, je suis sophrologue depuis fin 2020. Et avant ça, j'ai été professeure de SVT durant 7 ans. Et j'ai connu Claire parce qu'en 2018, j'ai fait un burn-out. Et donc, du coup, vu que c'est justement quelqu'un qui accompagne les gens dans ce parcours-là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, pour qu'elle m'accompagne à un moment où j'étais en train d'être dans mon parcours de reconversion pour devenir sophrologue. Et voilà. Exactement. Alors, on va faire un petit retour en arrière, hein. Bref, en fait, sur justement comment tu es tombée en burn-out, quels ont été les signes avant-coureurs pour toi? Alors, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est la capacité des gens à faire l'autruche et à se voiler la face. Donc moi, j'étais enseignante dans le 93 pendant 5 ans et j'ai fait plusieurs crises d'angoisse, mais des crises d'angoisse, le truc violent, le truc où on est allongé sur le tapis en train de ne plus pouvoir respirer et qu'on croit qu'on va mourir sur place. Et, euh, et le lendemain matin, j'étais au travail, avec le sourire, avec la prise en charge des élèves. Et j'en ai fait plusieurs comme ça, en appelant ma famille au téléphone, en leur disant que ça allait pas, on pleure, mais bon, on ne s'arrête pas, on continue, il faut continuer, il faut tenir. Il y a beaucoup ça dans l'éducation nationale. Et je me suis retrouvée à devoir prendre des séances de kiné une fois par semaine, presque pendant les 3 dernières années, parce que sinon, il y avait tout mon corps qui... En fait, j'avais mon nerf sciatique qui se bloquait, je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus aller marcher. Donc, clairement, tout mon corps m'envoyait des signaux très, très, très clairs qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'étais à bout, je dormais très mal, je faisais des cauchemars. Ma tête tournait en permanence sur la to-do list infernale, gigantesque de tout ce qu'il y avait à faire, que je n'arriverais jamais à faire dans le temps imparti. J'avais très peu de vie à côté. C'était le travail, le travail, le travail, le travail. Et voilà. Et donc tout ça, je voulais pas le voir, je voulais pas l'entendre. Je me sentais obligée de tenir pour les élèves, pour les collègues. Et aussi parce que vu que j'étais éloignée de ma famille dans le 93, si je lâchais, il n'y avait personne pour m'accueillir, personne pour m'accompagner. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai obtenu ma mutation et je suis rentrée donc, dans mon sud natal, à Toulouse. Et donc là, j'étais proche de ma famille. Et j'avais beaucoup fantasmé l'idée que tout ce qui n'allait pas était lié à là où j'étais et pas à ma profession. Et que quand j'allais me retrouver avec des élèves un peu plus tranquilles, quand j'allais me retrouver près de ma famille, à la campagne, pas dans un endroit du 93, tout allait être mieux. Et en fait, rien n'a été différent parce que la problématique, elle venait du système éducatif et absolument pas Enfin, disons que la localité ne devait pas arranger les choses, mais ça venait pas de ça. Et, euh, et j'ai continué à faire l'autruche, j'ai continué à apprendre beaucoup sur moi. J'ai eu un parcours très professionnel, très, très atypique. Si des gens s'intéressent, vous pourriez savoir plus. Il y a une interview qui a été faite là-dessus, donc je ne vais pas me détailler, que vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Voilà, il y a les liens. Donc, si vous voulez savoir exactement tout le parcours, vous irez voir. Là, ce n'est pas le but de l'entretien. Et en fait, j'ai pris beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. On m'a beaucoup, beaucoup mis sur le dos, que j'ai essayé tant bien que mal de laisser, mais j'y arrivais pas parce que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, je suis quelqu'un qui est compétent, donc on me donne du travail. Et tout simplement, je suis partie aux vacances de Noël avec une liste de choses à faire absolument infaisables. J'ai essayé tant bien que mal d'arriver à négocier la masse de travail avec la période des fêtes et tout ça. Et le week-end qui a précédé la rentrée, je me suis levée, il me restait 70% du travail à faire en 2 jours.
J'étais en train de prendre mon petit-déj, avec mon bol de thé. C'est très marrant comment ces images-là, elles s'imprègnent comme si je les avais vécues hier. Ça, c'est vraiment ancré, ce moment où clairement le corps, il a lâché. Et je me suis retrouvée coincée devant ce bol de thé à ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir penser. C'est comme si mon cerveau, tout d'un coup, il avait fait stop. Mon corps a lâché, mon cerveau a lâché, encéphalogramme plat, plus rien. Et j'ai commencé à pleurer et ça a duré, je crois, je sais pas, peut-être une demi-heure avant que je puisse bouger le petit doigt, poser mon bol, faire quelque chose. Mon corps avait lâché, tout avait craqué. Et à ce moment-là, j'ai contacté ma mère et ma sœur, dont je suis très proche, qui m'ont dit que ça allait pas du tout, qu'il fallait que je me fasse arrêter. J'ai à nouveau fait l'autruche en disant que non, c'était pas possible. Mais là, par chance, j'avais la famille autour de moi, ce que je n'avais pas quand j'étais dans le 93. Ils m'ont dit, là, t'arrêtes de déconner, c'est bon, c'est stop, tu vas voir un médecin. Et donc, je suis allée voir un médecin qui n'était pas le mien, qui était très pressé parce que c'était le lundi du retour des vacances de Noël et qu'il avait trop de gens dans sa salle d'attente, qui m'a accueillie en pleurs alors que je ne savais absolument pas exprimer quoi que ce soit et qui m'a balancée d'une façon très violente et absolument pas professionnelle. Vous avez 30 ans ? Ouais, vous devez faire un burn-out, je vous arrête 3 jours, allez voir un thérapeute pour prouver le diagnostic et puis voilà, au revoir. Bon. J'en ai parlé du coup à ma sœur qui m'a dit laisse tomber, c'est un gros con. Et elle a pris rendez-vous avec un médecin qu'on connaît, qui est un ami de la famille, qui m'a pris 1 heure entière et qui m'a laissé tout déplacer, tout poser, tout dire, tout ce que j'avais toujours retenu et qui m'a dit écoute, là, je t'arrête 1 mois et demi. Alors la grande angoisse, j'ai fait non, 1 mois et demi, mais je peux pas m'arrêter 1 mois et demi, vous êtes fous. Je fais non, c'est pas négociable en fait. Je t'arrête 1 mois et demi parce que comme ça, je sais que c'est le temps minimum pour que tu arrêtes d'essayer de vouloir travailler. Et ça a vraiment été ça qui pour moi qui m'a sauvée parce que cet arrêt-là m'a obligée de me rendre compte de tout ce qui se passait. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, il avait ouvert une porte où, allez, ok, c'est bon, oui, ça va pas. Oui, je dépose les armes. Oui, j'arrête de me battre. Oui, je prends en considération ce qui se passe. Et quand j'ai eu cette feuille d'arrêt, il y a tout un truc qui s'est libéré en moi où j'ai compris que potentiellement, je n'allais jamais y retourner, quoi. Et je n'y suis jamais retournée. Alors, comment se sont passées ces premières semaines là, puisque tu n'étais pas habituée du tout à être arrêtée? Alors, au début, il y a eu 2 choses. Il y a eu, on m'a dit très rapidement que je serais remplacée, ce qui est rare dans l'éducation nationale. Et je ne pouvais pas lâcher mon travail en cours. Symboliquement, pour moi, ce n'était pas possible. On était au milieu d'un chapitre, j'avais des élèves qui avaient des copies en ligne, voilà. Donc, j'ai pris sur moi et je me suis dit que je me prenais 15 jours, c'est un peu trop, mais 15 jours pour en fait mettre à jour tout ce que j'avais en cours pour donner le bébé au prochain. Parce que j'ai quand même une grande part de... Enfin, pour moi, c'était important. Mes élèves, ils étaient importants pour moi. Et donc, je ne voulais pas les lâcher au milieu de quelque chose. Donc, j'ai mis à jour mes cours, j'ai fini les chapitres pour que le prochain puisse juste entamer un prochain chapitre. Je lui ai mis des post-it partout, j'ai corrigé mes copies, je lui ai rendu le bébé. Et c'est quand je lui ai rendu le bébé que là, j'ai pu vraiment lâcher prise. Et je me suis mis à dormir pendant 6 mois. Ouais. Pendant 6 mois, grosso modo, ça a été très bizarre parce que j'ai perdu la Nina que je suis. C'est-à-dire que je suis devenue agoraphobe. Je supporte, c'est ça, quand tu supportes la présence des gens. Donc moi, je suis un peu hypersensible. Je suis même franchement hypersensible. Je suis quelqu'un qui est très connecté aux énergies des gens. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup actuellement dans mon métier de sophrologue. C'est quelque chose qui a un grand pouvoir. Mais quand on est en période de faiblesse et de plein burn-out, la capacité à ressentir les énergies de toutes les gens qui nous entourent, c'est trop. Et donc, je ne supportais plus d'avoir plus d'une personne dans une pièce avec moi. Donc, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté d'aller au cinéma, j'ai arrêté de faire mes courses. Enfin, si, vite fait, mais le minimum.
Ma famille, c'était pas plus d'une personne en même temps parce que je pouvais pas. Émotionnellement, il y avait trop d'énergie, trop de tout. Et donc, j'ai passé ces 6 mois dans un mélange de dormir beaucoup au début. En fait, j'étais épuisée. Même faire à manger était un effort impressionnant pour moi. Faire le ménage, c'est ces petites choses qui pourtant nous paraissent toutes bêtes, c'était devenu des exploits. Donc l'idée, c'était de me lever déjà, à l'heure à laquelle je me levais, de manger quand j'avais faim, de me recoucher si j'avais besoin de me recoucher, de pleurer si j'avais besoin de pleurer, et de faire juste le minimum et de laisser le temps, en fait, laisser le temps couler. Il y a vraiment eu cette idée-là. Et petit à petit, assez rapidement, j'ai ressenti le besoin d'exprimer les choses au travers de l'art. Donc, je me suis mis à peindre. Et ça a été très salvateur pour moi. Je suis quelqu'un de très artistique. Donc, la peinture m'a permis d'être à la fois dans ma bulle, mais à la fois de laisser sortir peu à peu ces émotions. Je me suis mis aussi à faire des attrape-rêves à ce moment-là. C'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs, je me souviens. Oui, c'est comme ça. Ouais, j'avais adoré. Parce que les attrape-rêves, pour moi, étaient une façon... c'est un peu comme comment dire, c'est un acte répétitif, faire un attrape-rêve. Donc, du coup, c'est un endroit où je pouvais canaliser mes pensées et poser ma concentration et l'empêcher de partir dans des angoisses. Donc, il y avait quelque chose de très, à la fois méditatif et de très thérapeutique dans le fait de faire des attrape-rêves. Et donc, voilà, donc c'est vraiment 2 choses qui m'ont beaucoup aidée, la peinture et les attrape-rêves, et le temps. Vraiment beaucoup de temps pour moi. 6 mois. Pendant 6 mois, ça a été... pendant les 6 mois, petit à petit, j'ai repris ma vie en main, mais voilà, il y a quand même eu une longue période très, très calme et où j'ai juste pris le temps de laisser sortir ce qui avait besoin de sortir et de me reposer parce que j'étais physiquement dans un état d'épuisement que je pensais même pas être capable. Et durant ces 6 mois-là, c'est les seuls moments où j'ai été sous anxiolytique. Alors, on m'avait proposé les antidépresseurs. Je ne les voulais pas. Cérébralement, je ne les voulais pas. Et donc, du coup, mon médecin m'a quand même un peu poussée parce que c'est vrai que je pleurais beaucoup. Donc, il m'a dit, ça peut t'aider, tout ça. J'ai essayé un jour. Mon corps les a rejetés. Je me suis mis à trembler, à avoir des trucs et tout. Je l'ai appelé. Il m'a dit, non, mais laisse tomber, c'est que tu ne les veux pas. Alors, n'insiste pas. Donc, j'ai été sous anxiolytique. Et même si je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout médicaments, je pense qu'il y a certaines fois dans sa vie où il faut des aides chimiques ou autres. Là, maintenant, j'ai découvert le CBD. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais pris du CBD si je l'avais connu, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on ne peut pas toujours faire face à tout toute seule et qu'on a besoin d'un soutien chimique qui soit naturel ou pas naturel, mais voilà, pour aider, on va dire, la gestion des hormones et de la chimie de notre cerveau dans ces moments-là, pour faire face en fait. Et d'un point de vue accompagnement, en fait, tu avais une psychologue, un psychiatre? Alors, le médecin qui m'a pris en charge et qui était donc vachement bien, m'a dit que tant que je n'avais pas trouvé de rendez-vous chez un psy, il me voyait 1 fois par semaine. Donc, il avait bloqué un créneau d'1 heure 1 fois par semaine pour me voir, jusqu'à ce que je puisse trouver un psy. J'ai trouvé un psy, je crois, au bout d'1 mois à peu près, parce que c'est pas toujours évident de trouver des psys qui nous correspondent et qui sont disponibles. Et malgré ça, je ressentais quand même que c'était pas la même chose. Donc, j'ai été accompagnée à la fois par mon médecin 1 fois par semaine pendant 1 heure, pendant presque 4 mois, et par la psy pendant 6 mois. Voilà, 1 fois par semaine aussi. Ce qui m'a permis très très rapidement avec elle de faire le constat que je ne retournerai jamais dans l'éducation nationale. Au moins, ça c'était fait. Mais également que je n'étais pour l'instant pas du tout prête à démissionner symboliquement. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de me mettre en disponibilité pendant 2 ans après. Parce qu'il y avait vraiment une période de deuil à faire de tous les sacrifices qui avaient été faits pendant mes 5 ans d'études, mes 5 ans à Paris. Mais voilà, ça faisait quand même un tiers de ma vie qui avait été consacrée à ça. Et je ne pouvais pas balayer tout d'un coup. Et j'avais besoin de cette période de dispo qui était pas une période forcément facile parce que financièrement, je n'avais aucun revenu.
mais qui était quand même le temps qu'il me fallait pour accepter tout ce qui s'était passé, ne plus ressentir de la colère vis-à-vis d'années perdues, mais de me dire qu'au contraire, ça avait été un apprentissage qui m'avait apporté beaucoup. Et c'est quand j'ai changé de ce point de vue, entre j'ai perdu 10 ans de ma vie, à non, en fait, ça m'a apporté plein de choses sur moi, sur qui je suis, et maintenant sur ce que je veux faire de ma vie, que là, j'ai été prête à laisser partir le passé, en fait, et à démissionner et à totalement me lancer en tant que sophrologue et pas être juste en dispo. Voilà. Et comment ça t'est venu justement la sophrologie, hein? Tu l'as vécu toi-même, tu as exercé, enfin, ça t'a servi déjà pour te soigner toi-même, ou bien vraiment tu as eu un coup de cœur comme ça? Alors, c'est toujours une question à laquelle je ne sais pas trop comment y répondre. Dès la 6e, j'ai commencé à faire un travail sur moi, à aller voir toute forme de personnes, que ce soit des énergéticiens, que ce soit alors c'était pas des psys, mais une sophrologue qui avait une double casquette, justement, quand j'étais au lycée. Et donc, j'ai assez rapidement été dans cette sphère d'accompagnant au sens très, très large et de voir tout ce qu'il pouvait apporter, aussi bien d'un point de vue énergétique que d'un point de vue spirituel, que d'un point de vue de la conscience et de l'inconscient. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu cette facilité à écouter les gens. J'étais ce genre de personne où tu es assis à côté de moi dans le train et au bout de 10 minutes, on va commencer à parler de problèmes profonds existentiels, sur un divorce ou de trucs comme ça. Et les gens, naturellement, me parlent, naturellement se sentent bien avec moi. Et je sais que c'est ce que j'aime. Et c'est déjà quand j'étais prof ce que je faisais. Quand j'étais prof, il y avait cette question de prof d'SVT, donc mieux se connaître comment est-ce qu'on fonctionne, connaître notre place dans le monde et tout ça. Et les élèves, ce qu'ils aimaient surtout chez moi, c'était justement cette capacité à pouvoir échanger avec moi, sans tabou, sans jugement. Et quand je me suis arrêtée, je savais que je voulais être dans l'aide à la personne. Ça, c'était une évidence. Parce que c'est ce qui a toujours été, en fait. Mais je ne savais pas trop comment. Et vu que je suis quelqu'un de très, très artistique, je me suis beaucoup questionnée sur l'art-thérapie. Mais j'avais beaucoup de peur vis-à-vis du fait que c'est peu connu. Je viens quand même d'un métier de fonctionnaire où j'étais à l'aise financièrement et tout ça. Donc bon, l'entrepreneuriat déjà, c'est un gros challenge, mais alors dans une filière voilà, où il faut vraiment, vraiment faire ses preuves, je ne me le suis pas sentie pour le moment. Et en fait, c'est juste comme ça, en échangeant avec une personne, en l'occurrence mon garagiste, qui avait trouvé justement que j'étais quelqu'un avec qui on pouvait parler et avec qui on avait beaucoup échangé, qui m'avait dit oh, mais vous, franchement, c'est tellement facile d'échanger avec vous, on se sent bien, vous avez une voix, elle est tellement apaisante, votre voix et tout ça. Et je vous verrais bien sophrologue. Là, sur le moment, je fais sophrologue, mais je connais ça, j'en ai fait ça. Et j'ai laissé la petite graine germer pendant 6 mois. Et je me suis posé de plus en plus la question, je fais sophrologue. Alors, je suis allée voir exactement ce que c'était. Et je fais, mais oui, un retour au corps, ça me parle bien. Le retour au corps, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est fondamental. La respiration, l'énergie, la détente, ça peut être pas mal. Et donc, je me suis dit que j'allais me lancer comme sophrologue, plus comme une porte d'entrée, parce que je sais que ça va évoluer tout au long de ma vie, en rajoutant un petit peu tout ce que je suis. Mais parce que ça correspondait assez bien à mes valeurs vis-à-vis d'accompagner les gens par une porte d'entrée qui soit très corporelle, très dans les ressentis, contrairement aux psys qui sont plus dans une analyse intellectuelle de ce qui se passe. Et moi, je trouve qu'on a vraiment besoin des deux. On a besoin du retour au corps et on a besoin de comprendre ce qui se passe dans notre tête. Et bon, vu que moi, si ça ne m'intéressait pas, il faut faire 5 ans d'études ou plus, voilà quoi. Ce qui se passe dans le corps, voilà, ça me paraissait inévident. Tu as choisi une formation, tu as été formée et puis un jour, en fait, tu t'es lancée. C'est là qu'on s'est connus, justement, en fait, au début de ton lancement en tant que sophrologue.
Tu te souviens de cette période où tu avais de grands doutes, justement, d'entrepreneur, et tu avais peur de ton perfectionnisme, justement. Il te faisait, je me souviens de ça. Est-ce que tu te rappelles un peu de notre accompagnement? En fait, ce qui me faisait peur, c'était que c'est quand même beaucoup mon perfectionnisme qui m'a amené vers mon premier burn-out et qui, j'espère, sera le dernier. Et j'avais peur, en me relançant dans un métier qui soit à nouveau un métier de cœur, parce que mon premier métier de prof a été un métier de cœur et ce métier-là est à nouveau un métier de cœur, que je refasse à nouveau la sourde oreille face aux signaux d'alerte, que je retombe exactement dans les mêmes travers et que je me retrouve à ne pas m'écouter et à nouveau refaire un burn-out. Et je me souviens que c'est vraiment une des questions qui nous a quand même beaucoup accompagnés dans notre, toi et moi, cette idée d'arriver à se lancer, d'arriver à faire ce qu'on a besoin de faire tout en étant toujours respectueuse de son rythme. Et c'est vrai que là-dessus, c'était important. Je trouve que le coaching, il est bien dans ces cas-là, parce que c'est poser des petits pas, c'est aussi avoir, d'une certaine façon, un espèce d'ange gardien qui fait là, tu déconnes, t'as trop travaillé. Ou au contraire, non, vas-y, fais-toi confiance, c'est bon. Voilà, pendant ces premiers moments où il faut être clair, quand on lance une boîte, surtout dans l'entrepreneuriat, il y a une grosse masse de travail. C'est une réalité. Et il faut que cette masse de travail arrive à un moment post-burnout où on a l'énergie de pouvoir la prendre en charge. Et je pense qu'un accompagnement de coaching, à ce moment-là, il est intéressant pour ça. Il est intéressant pour faire ce retour, ce feedback entre est-ce que c'est le bon moment de ma vie ou pas? Est-ce que je suis prête ou pas? Et quels sont les petits pas que je peux mettre en place pour éviter de m'imaginer que tout de suite, je vais gravir l'Everest. Ouais, on a retravaillé sur tes fondations, hein, justement, pour te lancer. Et alors aujourd'hui, donc raconte-nous un petit peu où tu en es. Et bien aujourd'hui, du coup, voilà, je suis sophrologue. je fais plusieurs choses. J'accompagne principalement des femmes qui ont un petit peu mon profil, parce que c'est pas pour rien, souvent on attire quand même des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est-à-dire des femmes qui ont une volonté soit de redécouvrir leurs sensations, leur corps, ce qui se passe dans leur corps, ou tout ce qui est... j'ai reçu pas mal de personnes aussi qui étaient dans un conflit avec leur propre corps. Et ça, je trouve ça très, très touchant de pouvoir voir ces femmes s'épanouir et reprendre confiance en ce qui se passe en elles, en fait. Et sinon, j'accompagne aussi pas mal de femmes dans toute cette question de ok, je suis une femme active, professionnelle. Ok, je suis une maman qui s'occupe du foyer et tout ça. Mais moi je suis où en fait? Je suis où? Quelle est ma place? Et c'est cette question de remettre en place un équilibre entre le pro, le familial et le soi. Exister en fait. S'accorder une part quand même assez importante de moi, mes besoins, mon temps, mes valeurs, sans toujours se faire passer comme la dernière roue du carrosse. Voilà. Aujourd'hui, toi, Nina, comment tu te sens voilà, dans cette activité? Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu as perdu des choses? Tu en as gagné, j'imagine, énormément. À quoi es-tu encore plus sensible vis-à-vis de toi? Je reste très sensible à la gestion de l'énergie. Je me rends compte que après un burn-out, on n'a pas... Alors, je ne sais pas si c'est qu'on n'a pas la même quantité d'énergie qu'avant. C'est l'impression qu'on en a, en fait. En fait, je ne suis pas tout à fait sûre que ça soit ça. Je pense plus que c'est qu'on a une plus grande sensibilité à une meilleure grille de lecture de l'énergie qu'il y a en nous. C'est-à-dire qu'avant le burn-out, je tenais par la tension, par le speed, et donc forcément, ça donne une fausse impression d'énergie, mais parce qu'en fait, c'est de la nervosité. Et vu que ça, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je fais très attention, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé en moi, dans ma vitesse de parole, dans ma posture corporelle,
dans ma façon d'être, en fait, tout simplement. Du coup, j'écoute beaucoup plus mes émotions, j'écoute beaucoup plus tout ça. Et ça me permet de me rendre compte quand je me sens fatiguée. Et du coup, j'essaye d'être beaucoup plus respectueuse de ces moments où je suis fatiguée. Par exemple, typiquement, moi, je suis quelqu'un pour qui les menstruations ont un impact hyper violent. Et quand j'étais prof, j'avais pas le choix, voilà. Mais là, maintenant, je suis à mon compte. Et la semaine où je vais avoir mes menstruations, j'essaye de ne pas me mettre des gros projets. J'essaye même, si possible, les 2 premiers jours de ne pas avoir de clients pour pouvoir, si j'ai besoin de m'allonger dans le canapé toute la journée et d'être à un rythme super slow, je vais l'être. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Donc ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est les pentes glissantes. Ces pentes glissantes, c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler avec mes clientes. C'est cette idée que on a tous des travers naturels un petit peu qui nous appellent là. Voilà, moi par exemple, c'est un peu mon perfectionnisme. Et c'est ces choses où si on n'y fait pas attention, si on n'y prête pas attention, on va mettre un pied dedans, le deuxième va glisser et on va se retrouver en bas de la, en bas de la colline. Et typiquement pour moi, donc là, j'ai lancé un programme en ligne cet été que vous pouvez trouver sur mon site internet, donc un programme en ligne de sophrologie avec 5 séances. J'aurais pu me dire, allez, je commence petit, je me fais une petite séance. Non, je me suis dit, allez, tu fais un gros programme de 5 séances. J'ai passé 300 heures dessus en 3 mois, plus à côté l'accompagnement de mes clients. Et à la fin de ça, je me suis dit, là, Nina, tu es à 2 doigts de te refaire un burn-out. Tu t'es à nouveau pas écoutée. Tu ne te lèves pas, tu passes ta journée devant un écran, tu ne bois plus, tu ne manges pas bien, tu te couches tard, tu fais tout ce que tu avais fait la première fois. Tes parents et ta famille commencent à nouveau à te dire « Nina, t'es sur la mauvaise pente ». Et toi, comme à chaque fois, tu leur dis « Non, 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 c'est pas vrai ». Bref, c'est ces pentes glissantes où, là je le dis avec beaucoup d'humour, mais voilà, si on n'y veille pas, c'est très facile de replonger dans ces travers et à nouveau de remettre des schémas en place. Parce qu'il y a des schémas qu'on va répéter et répéter et répéter tant que l'apprentissage n'a pas été fait. C'est quand même, je trouve, au vu de ce que ça m'a coûté le burn-out, de la violence de ce que c'est, à quel point c'est destructeur, si on peut apprendre l'information, enfin si on peut apprendre, j'ai perdu le mot, l'apprentissage d'un burn-out dès la première fois, ou si on commence à nouveau à se remettre dans un mauvais travers, à se faire marche arrière avant de replonger totalement dedans, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est cette idée de faire attention à ces pentes glissantes, quelles qu'elles soient. Chez moi, c'est mon perfectionnisme, c'est le fait dans des projets assez gros. Chez d'autres personnes, ça peut être je sais pas moi, le fait de par exemple jamais dire ce qu'ils pensent et de laisser les choses ruminer au fond d'eux et à chaque fois ils explosent après 3 mois après, c'est cette question de comprendre quelles sont nos pentes glissantes et à chaque fois qu'on commence à voir les premiers signaux d'alerte, se dire si tu fais pas attention, tu vas glisser. Et si on glisse, c'est ok en fait. C'est qu'on avait besoin d'apprendre à nouveau, soit. Moi je suis pas, c'est qu'on avait besoin d'apprendre à nouveau. Mais si on peut réussir à ne pas glisser, c'est que l'apprentissage a un petit peu évolué d'un cran et que du coup, on va pouvoir s'éviter le dur labeur de devoir remonter la pente avec le temps que ça implique et l'énergie que ça implique et tout ça en fait. Voilà. Super Nina, en tout cas, c'est très riche ce que tu viens de nous partager là. Un dernier mot sur ton actualité. Donc, tu nous as parlé de ton programme. Ouais. Tu veux nous en dire un petit peu plus ou d'autres activités parce que tu es hyper active, notamment sur les réseaux sociaux. Allez voir le compte de Nina sur Instagram. Voilà. Donc, mon compte Instagram, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez voir le plus ce qui se passe. J'ai aussi essayé de mettre à jour mon site internet. Donc, à ce moment, il y a plusieurs activités. Donc, déjà, je reçois les personnes en présentiel et en téléconsultation. Donc, j'ai pas mal de gens qui me viennent un petit peu partout. Là, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui est au Vietnam.
Donc, voilà. Et donc ça, c'est des accompagnements en individuel que j'aime beaucoup parce qu'ils permettent vraiment de répondre aux besoins de la personne, d'être personnalisé, d'être au rythme de la personne. Et on peut vraiment aller loin. Donc ça, c'est une chose, c'est des accompagnements individuels. Mais il y a des personnes qui clairement n'ont pas le budget pour ça, ou ont déjà fait des séances avec moi et ont envie de me retrouver. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme. Donc ça s'appelle le programme Un temps pour soi, dans lequel il y a 5 séances qui entourent un petit peu toutes les grandes problématiques que je retrouve avec mes clientes. La première, c'est la respiration, le retour au corps, évacuer ses tensions, la confiance en soi et booster son énergie. Donc, c'est 5 séances. 5 séances d'1 heure chacune. Et l'idée, c'était d'offrir un outil comme ça, très abordable financièrement, où les gens allaient pouvoir avoir ce petit pack de premiers outils à mettre en place pour un quotidien un peu plus serein. Donc, il y a ce programme qui est en ligne. Et là, actuellement, ma nouveauté, c'est que je le fais parce qu'il fait beau dehors et que le printemps essaye de s'installer vite fait. Je lance des sophro-balades. Donc, les sophro-balades, c'est marier les bienfaits de la marche en pleine forêt avec des pratiques de sophrologie. Donc, c'est vraiment cette idée de marche en pleine conscience, de se remplir d'énergie, de s'ancrer, de partage aussi, parce que donc, c'est quelque chose qui est en groupe. Et donc, les sophro-balades, elles seront... donc moi, actuellement, je suis localisée dans le Tarn. Donc, elles seront à la forêt de Sivins, qui est à 1 heure de Toulouse, à 40 minutes d'Albi. Donc, c'est en milieu entre les deux. Et il y aura une sophro-balade le dimanche 22 mai, une autre le 1er juin et une autre le 18 juin. Et si ça marche bien et si ça plaît bien, peut-être qu'il y aura des créneaux en juillet et en août. Voilà. Ouais. Donc, et puis tu peux lancer ça. Alors c'est sûr, il fait un peu plus froid l'hiver, mais en tout cas, ou l'automne, ça peut être très joli aussi par toutes les saisons. C'est ça. Ouais, super chouette Nina. En tout cas, moi j'ai été ravie de t'accompagner, de te connaître et on reste toujours très en contact. Donc je vais te souhaiter que du bon en tout cas. Et merci encore pour ce témoignage très riche. Merci à toi pour l'invitation. Et pareil, je trouve que c'est toujours sympa de se suivre et de voir comment toutes les deux on évolue parce qu'on a un petit peu des parcours qui se ressemblent d'une certaine façon. Et je trouve ça super chouette de voir ces personnes qui ont traversé des burn-out et qui maintenant en créent quelque chose de positif et de constructif pour les autres personnes qui pourraient traverser les mêmes choses en fait. Donc, merci et qui deviennent lumineuses. Voilà. À très bientôt Nina. Bye bye. À très bientôt.